Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis le poil à gratter de la matinée, parce que non seulement je remplace un intervenant qui a dû malheureusement se désister et qui, lui, pour le coup, était un expert de la mobilité, puisqu'il est en charge de l'aéroport international de Genève. Deuxièmement, je suis un ex-banquier et à ce titre, je n'ai pas de crédibilité en matière de mobilité. Et puis enfin, je suis venu vous parler d'immobilité, ce qui n'est pas du tout le titre de cette journée. J'avais une petite dizaine d'années quand j'étais en train de dessiner les plans de ce que j'espérais être ma future maison. Et bloqué à un moment dans le dessin de mon plan, j'ai interrogé mon père en lui demandant « Dis-moi, est-ce que tu penses que je dois ouvrir cette porte plutôt à l'extérieur ou plutôt à l'intérieur ?» Et là, mon père m'a dit un truc que je n'ai pas oublié, la preuve c'est que je vous en parle aujourd'hui. Il m'a dit « Écoute, la première question à se poser dans un cas comme ça est de savoir est-ce que la porte est nécessaire à cet endroit ? Et une fois que tu as répondu à cette question, tu peux t'interroger sur le sens de l'ouverture de cette porte. » Bon, ramené à la thématique d'aujourd'hui, je pense que la vraie question à se poser en matière de mobilité, et à titre individuel, lorsque on prend une décision aussi simple que de dire à quelle heure est-ce que je vais travailler et quel mode de transport j'utilise pour y aller, la première question à se poser est est-ce qu'il est nécessaire que j'aille sur mon lieu de travail pour travailler ? Donc j'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai vécue dans le cadre de mon activité bancaire il y a quelques années et qui, à mes yeux, a été très éclairante pour la suite en fait, de mes projets. Vous vous souvenez sans doute de la grippe aviaire qui a sévi au milieu des années 2000 et qui a alerté beaucoup d'entre nous dans le monde de l'entreprise dans le cas où une pandémie massive atteindrait notre pays. Donc en bon banquier que nous étions, et prévoyant comme nous le sommes, nous avons décidé de mettre en place un plan d'urgence destiné à, dans le cas où nous aurions l'injonction de ne plus quitter notre domicile pour éviter la propagation de cette pandémie, d'étudier la possibilité de faire fonctionner la banque Lombardier, qui employait 2000 personnes, sans que les collaborateurs ne se déplacent de chez eux. Et un groupe de travail a été nommé. Trois mois plus tard, dans une des réunions de direction, ce groupe de travail est venu rendre les résultats et a garanti au management de la banque que si nous étions dans cette situation de devoir laisser tout le monde à la maison, eh bien nous étions en mesure de faire tourner la banque en situation d'urgence évidemment, en utilisant les infrastructures existantes, les ordinateurs personnels à domicile, tout en conservant un niveau de sécurité extrêmement élevé en vigueur dans le monde bancaire, comme vous le savez. Le rapport a été rendu, les gens ont été félicités, et on leur a dit, bon, bah, écoutez, si ça se produisait, on vous fera signe, en attendant, bonne journée. Et donc là, je suis rentré à mon bureau, et à l'époque, j'avais eu une équipe d'à peu près 60 personnes sous ma responsabilité, qui étaient installées dans des bureaux qui pouvaient en contenir 40, et qui quotidiennement me rapportaient leurs problèmes liés au transport. Une fois, il y avait un accident sur le pont de la Versoix, puis une autre fois, c'était un accident de personne, puis une autre fois, c'était un accident sur le pont de la Versoix. Et tous les jours, quelque part, un événement venait se produire pour chambouler un petit peu la pendularité de ces collaborateurs. Donc là, je me suis dit, bon, voilà, on a démontré que technologiquement, même juridiquement, on était capable de trouver des solutions dans un temps court. Peut-être qu'en m'inspirant de cela, je vais pouvoir trouver des solutions pour mon activité, pour désengorger et le trafic et les bureaux de mes collègues.
Et donc, dans une réunion suivante, j'ai suggéré d'utiliser en fait ce rapport pour faire une solution pilote pour introduire du télétravail au sein de l'organisation. Et là, j'ai vu 10, 20 barrières se lever de la part de l'IT, de l'informatique, de la part des RH, de la part des représentants du personnel, de la part d'à peu près toutes les entités du groupe qui faisaient valoir leurs craintes, leurs peurs à l'égard d'un changement comme celui-là. Donc j'ai pris mon dossier, je l'ai mis sur le bord de mon bureau et sans oublier cet objectif, je me suis dit que j'allais m'y consacrer lorsque j'aurais plus de temps pour le faire. Donc là, on était au milieu des années 2000 et en 2015, j'ai décidé de sortir de Lombardier pour créer un certain nombre de sociétés, de ce qu'on appelle aujourd'hui des start-up, dans le domaine des technologies financières, dans le domaine des réseaux sociaux professionnels. C'était un peu mon domaine d'expertise, donc c'était assez logique. Mais j'ai gardé une petite place pour mon projet lié au télétravail. Et ça, cette société s'appelle WorkCocoon. Et le logo devrait apparaître derrière moi. Et cette société a été créée en 2015 avec pour objectif principal d'accompagner le monde de l'entreprise dans l'implémentation du télétravail. Et pour donner l'exemple, au moment de la création de ces sociétés, j'ai rajouté dans les contrats de travail une clause qui dit qu'aucun collaborateur de ces sociétés n'a le droit de venir travailler plus de 4 jours par semaine au bureau, le 5e jour devant être télétravaillé, ou que ce soit au domicile de ces personnes, au domicile des collaborateurs, au café, dans un coworking space, à proximité de leur domicile, peu importe, mais pas au bureau. Et d'emblée, j'ai pu dimensionner les bureaux en fonction de ce paramètre-là. Évidemment, c'est une autre paire de manches lorsqu'on parle d'une organisation qui est existante, mais néanmoins, on a pu et on est en train de tester ces formules sur nous-mêmes. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait que tous les composants existent pour introduire la notion de télétravail dans nos entreprises, les facteurs de résistance sont multiples. Et nous nous sommes attelés à la tâche de traquer en fait toutes ces résistances et de trouver une solution ou une piste pour chacune, pour faire tomber ces résistances, encapsuler le tout dans un kit, si vous voulez, que nous mettrions à disposition sous forme de forfait mensuel pour les PME qui aimeraient introduire ce concept dans leurs organisations. Imaginez que nous tous ici, nous rentrions au bureau en disant, bien, regardons qui, dans nos effectifs, de manière objective, pourrait ne rester un jour par semaine chez lui et réaliser le même travail qu'il réalise aujourd'hui. Un jour. Pas 2, pas 5, pas 3, 1. Instantanément, c'est 20% du trafic pendulaire lié à ces collaborateurs qui disparaît. Certes, il y a toute une série de points à traiter pour accompagner ce mouvement, de manière à ce qu'un collaborateur ne se sente pas, on va dire, ostracisé parce qu'il n'est plus dans les bureaux, que son chef ne se sente plus dépossédé de son rôle de cadre parce qu'il n'a plus accès à ce collaborateur. Donc, il y a des solutions juridiques à apporter, des solutions de formation, des solutions de logiciels d'accompagnement, de suivi des dossiers, de suivi des tâches, de suivi du statut d'activité de la personne lorsqu'elle est en dehors des bureaux, des outils technologiques permettant de faire de la visioconférence de qualité à distance, et enfin un petit gimmick assez amusant mais qui a toute son importance,
un cadre, ce que j'appelle un arrière-plan, un background qui permette, lorsqu'on est en visioconférence bilatérale ou multiple, de reproduire un environnement professionnel qui ne soit pas la tapisserie à fleurs et l'aquarium du poisson rouge en arrière-plan. Parce que sur une chose aussi bête, un chef d'entreprise n'imagine pas que ses commerciaux interagissent avec des clients et qu'en fait, il fasse profiter de son intérieur à ses clients. Donc, il faut créer un contexte favorable pour que chacun se sente un petit peu rassuré par rapport à cela. Le télétravail n'est pas une coquetterie qui vient en 8e position dans la stratégie de mobilité. Non, non, non. C'est probablement quelque chose qu'il faut mettre au cœur et de dire, voilà, pendant les 25 prochaines années, puisqu'on sait ce qui va se passer pendant les prochaines 25 années, comment va évoluer le travail, comment vont évoluer les mentalités des gens, quelles sont leurs attentes et leurs recherches. Et je parle d'idée, mais c'est un pari comme un autre, qu'une certaine forme d'immobilité, une certaine forme d'ubiquité des individus va se développer grâce aux outils technologiques, en parallèle avec une mobilité accrue aussi, parce qu'il est clair qu'on va peut-être aller 3 fois en week-end à l'autre bout de l'Europe, mais peut-être que dans sa semaine de travail, on va être plus immobile qu'on ne l'a été dans le passé. Donc, aujourd'hui, c'est un appel que je fais ici au monde de l'entreprise, mais aussi au monde politique, intégrer cette notion de télétravail dans les projections futures, parce qu'avec un effort minime, à un coût extrêmement réduit, dans un temps extrêmement court, on peut obtenir un impact extrêmement élevé en matière sinon de réduction, probablement de neutralisation de la croissance de la mobilité qui a été mentionnée tout à l'heure. C'est au cœur, ça devrait être au cœur des préoccupations et du monde de l'entreprise et des politiques. Je lance un petit défi avant le déjeuner. Si quelqu'un a une idée qui permet, en impactant uniquement une journée de travail des collaborateurs de l'entreprise, d'avoir un impact écologique, sociétal, financier, aussi important que cette simple mesure, eh bien, je l'invite dans le meilleur restaurant de Suisse romande. Il me reste quelques minutes, donc j'aimerais juste vous citer un exemple de ce que le volontarisme politique et la contrainte matérielle ou physique peut faire, même lorsqu'on pense que ce n'est pas réalisable. Au moment où je suis sorti pour créer ces différentes entités, un ami monégasque, qui a été associé dans un de nos projets, m'a dit, écoute, viens parler de ces projets à Monaco. Voilà, il y a un certain appétit pour Monaco pour accueillir des nouvelles entreprises. Et donc, j'ai été parler de ce que je connaissais un petit peu mieux, c'est-à-dire les fintech et ces projets digitaux. Puis, par la même occasion, j'ai touché 2 mots de Workcocoon. Et c'est un des projets sur lesquels ils ont le plus, on va dire, percuté. Et j'ai rencontré le ministre des Finances et de l'Économie, le ministre des Affaires sociales, et ils m'ont expliqué que depuis plusieurs années, ils négocient avec la France quelque chose d'indénégociable. Monaco, 2 km², 60 000 voitures tous les jours qui viennent de France pour réellement travailler sur le territoire monégasque. Là, je ne parle pas de sociétés de domicile, de sociétés bidons, de vraies activités, et même pas seulement de services. Il y a aussi des activités industrielles, semi-industrielles à Monaco. Des infrastructures rutilantes, neuves, des tunnels dans tous les sens, des parkings à tous les coins de rue. Donc, si vous voulez, pour y aller, c'est possible. Ils ont vraiment tout fait pour ça.
mais c'est saturé. Et évidemment, on ne peut pas faire circuler 60 000 voitures tous les jours sur une si petite surface. Donc pour eux, c'est vital. Ils ont négocié avec les Français de pouvoir faire télétravailler des collaborateurs français habitant en zone frontalière jusqu'à 66% de leur temps de travail en France, sans tomber sous le coup de la loi du travail française. Autrement dit, Monaco, qui n'a pas de surface de bureau disponible, dont les surfaces disponibles sont à des prix complètement dissuasifs, peut désormais, en ayant ensuite adapté sa loi locale, exploiter son parc immobilier soit en croissant d'autant en termes de force de travail sans avoir à avoir l'équivalent en espace, ou tout simplement en libérant une partie du trafic, en laissant la moitié de la semaine, 1 jour, 2 jours, 3 jours, leurs collaborateurs sur leur lieu de domicile ou dans un espace de coworking à proximité de chez eux. Mais c'est la nécessité qui les y a poussés, et c'est aussi leur persévérance dans le cadre de la négociation, parce qu'on peut imaginer qu'en France, ça n'a pas été tout simple d'accepter une chose comme ça. Et peut-être, parce qu'en Suisse, je crois savoir qu'on a à peu près plus de 300 000 frontaliers qui viennent travailler tous les jours, et je crois que l'économie suisse a largement besoin de ces travailleurs, eh bien, peut-être pourrait-on imaginer une solution où, pour une partie d'entre eux, la nécessité de venir systématiquement jusqu'au centre-ville, à Lausanne, je ne sais pas où, à Lugano, à Bâle ou à Genève, n'est pas forcément nécessaire d'un point de vue strictement professionnel, et que des accords similaires pourraient être imaginés avec la France, mais bon, ça, voilà, c'est peut-être un rêve. Voilà en gros ce que je voulais vous dire, et comment je souhaitais, de manière un petit peu, on va dire, un peu à contre-courant de certains points de vue, émettre comme souhait et pour l'avenir en matière de mobilité ou de non-mobilité. Je vous remercie de votre attention.